Très bien les amis, bon mercredi à certains d'entre vous à New York. Mamdani a gagné? Voilà, c'est un peu la grande nouvelle. L'establishment républicain a beaucoup d'excuses à propos de cette victoire. Les excuses vont du fait qu'il y avait trop de divisions du côté conservateur à l'idée que ce pays a été pris en main par des djihadistes. Peu importe ce que vous imaginez, ils ont une excuse. Je pense que la vraie raison, c'est que l'establishment est tout simplement dans le déni total. À gauche comme à droite, ce qui se passe, c'est un mouvement populiste. Et ce qui se passe, c'est que nous en avons vraiment assez du sionisme, nous en avons vraiment assez des mensonges. Dans le même esprit, au cas où vous l'auriez manqué, Brett Cooper est apparemment le nouveau Hitler, ce qui me fait me demander, ne pourrait-on pas recevoir ce genre d'alerte sur iPhone, comme les alertes Amber, mais une alerte Hitler générale, pour qu'on puisse suivre la dernière personne qui a dit quelque chose de parfaitement sensé et qui, du coup, est maintenant accusée de commettre un holocauste? Ce serait tout simplement plus pratique pour moi en tant qu'utilisateur d'iPhone. Aujourd'hui, c'est en fait Brett Cooper. Voilà donc votre mise à jour. Et concernant Charlie Kirk, rien n'a encore de sens. Surtout pas la demande et la fenêtre de confirmation concernant l'événement UVU. Je vais vous montrer ça. J'ai apporté les preuves aujourd'hui, comme d'habitude. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. Je vais vous dire, il y a beaucoup d'étapes dans le deuil. Celle dont on ne vous parle pas, c'est quand vous dépassez toutes les étapes. Vous avez accepté que cette personne ne reviendra pas. Et ensuite, vous avez juste envie de frapper les gens en pleine figure parce qu'ils mentent sur tout. J'en suis là. Tout ce qu'ils nous racontent, c'est du grand n'importe quoi, d'accord? Je me réveille et j'apprends quelque chose de nouveau. Et je me mets en colère. Je suis tellement en colère. Je passe mes nerfs sur l'équipe. Je me dis, non, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça n'a pas de sens parce que je suis passé par Turning Point USA. Mais chaque petit micro-changement me fait vriller en ce moment. C'est quelque chose de très personnel. Je sais comment Turning Point organise ses événements. J'ai eu accès à des choses que le monde ignore. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu sais quoi, allons vraiment fouiller dans mes emails. Je me suis dit, Savannah, revenons en arrière pour qu'on puisse partager tout ça avec le monde, que vous puissiez vous joindre à moi dans ma frustration d'avoir envie de frapper quelqu'un, n'importe qui, au visage. D'accord? Donc hier, on vous a dit que le calendrier est absolument absurde. D'accord. L'absurdité totale de Turning Point, comme nous l'avons appris, après avoir reçu une demande de l'UVU pour que Charlie vienne parler sur leur campus à la mi-juillet. D'accord? Juste quelques semaines avant sa mort. À la mi-juillet, ils reçoivent une demande. Charlie peut-il venir parler sur le campus? Et puis, il approuve immédiatement cette demande et la programme comme sa première étape, environ 6 semaines plus tard. Cela n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de mes tournées sur les campus, d'accord? C'était une étape de la tournée. Et normalement, on reçoit ces demandes des mois avant de commencer à les examiner. Je veux dire, je vais vous montrer la vraie preuve pour que vous puissiez comprendre à quel point cette organisation est atypique, d'accord? Charlie et moi sommes partis en tournée, en avril 2024 ensemble. En fait, nous nous sommes aussi répartis certains lieux parce qu'ils veulent couvrir autant d'endroits que possible à travers les États-Unis. Et c'est en avril 2024 que nos événements sur les campus ont commencé. Je vais maintenant vous montrer un email datant du début de notre planification, d'accord? Gardez donc à l'esprit que la demande pour UVU est arrivée en juillet et qu'ils l'ont approuvée pour septembre. Pour mon événement d'avril 2024, l'événement. Voici à quel moment nous avons commencé à planifier. Voici un email, d'accord? Vous remarquerez que cet email, par exemple, date du mois d'octobre de l'année 2023. Ils m'ont dit, voici ces événements. Comme brièvement mentionné, nous en sommes aux premières étapes de la planification et de la demande de salles pour les écoles du semestre prochain. Pour le semestre prochain, tenez-moi au courant. Tout cela dépend de la disponibilité et de l'approbation. Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, que je pense que nous avons finalement faite. Université de Pittsburgh, que je crois que nous avons faite. Et l'Université d'Alabama. Nous parlons d'événements de fin mars et début avril, d'accord, en octobre 2023. Je vous le dis, quand on revient en arrière et qu'on regarde le calendrier et qu'on voit que cette demande a été envoyée à la mi-juillet, ça me rend fou. Ça me crie littéralement que c'était un coup monté, d'accord? Ça a toujours été une situation comme ça. Ce n'était pas quelque chose de spécial qui s'est produit.
Il disait toujours qu'il recevait des demandes au printemps auxquelles il ne pouvait pas répondre. Ensuite, il les reportait en quelque sorte et revenait sur ses campus essayant de couvrir tous les couloirs des États-Unis au semestre suivant, c'est-à-dire à l'automne. Il revenait en arrière. On n'obtient pas instantanément l'approbation pour un événement chez Turning Point USA. Ça sent vraiment le coup monter. C'est ce que je ressens. Et plus on en apprend sur cette histoire, avec les petits changements qui surviennent, les choses inexplicables que l'on découvre, il devient de plus en plus évident qu'à un certain niveau, à une certaine étape, Turning Point USA est impliqué, car il ne nous donne aucune explication claire. Pourquoi? Pourquoi cela a-t-il été approuvé aussi rapidement? La raison pour laquelle ils doivent planifier tout cela aussi longtemps à l'avance, c'est parce que Charlie voyage comme un fou. D'accord, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien de prévu à son agenda. Et il ne va pas dire « Ouais, bien sûr, faisons cet événement au hasard ». La deuxième chose qui me rendait folle aussi, et qui était totalement inhabituelle, c'est le fait que Charlie devait parler dans l'Utah le 10 septembre, puis revenir seulement 10 jours plus tard dans un autre campus de l'Utah, à moins de 2 heures de route. Ce n'est pas comme ça qu'ils organisent les événements. L'idée, c'est que si tu prends déjà l'avion et que tu es dans ce couloir, tu essaies d'enchaîner les événements sur les campus. Tu fais une tournée, on a fait UCLA, on a fait Berkeley, on a fait Stanford. Tu fais une tournée sur 2 jours en passant la nuit sur place. Tu ne prends pas l'avion pour l'Utah, puis tu rentres chez toi en Arizona, puis tu reprends l'avion pour l'Utah 10 jours plus tard. Rien n'a de sens et il faut qu'on comprenne pourquoi. Pour moi, et tu me diras si tu es d'accord, il semble que le plan apparent était d'assassiner Charlie Kirk, qui avait finalement flanché sur la cause pro-Israël. D'accord, ce sont ses mots, pas les miens. Et ensuite organiser une prise de contrôle hostile de sa marque et de son héritage en faisant croire que ses meilleurs amis au monde étaient des gens comme Suzy Wiles. Suzy Wiles et compagnie. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à monter sur scène pour faire son éloge lors de cet événement très public. C'est tellement médiatisé qu'on ne peut même pas en douter. Je veux dire, évidemment, regardez qui il fait parler. Votre travail, partout dans le monde, est désormais de soutenir cette administration et les efforts de cette administration parce que nous avons transformé cet événement en un véritable rassemblement pro-Trump. C'est comme ça que je le vois. Ensuite, ils allaient dire aux Américains, comme l'a fait le pasteur Rob McCoy, que c'est par hasard que Charlie Kirk tenait des carnets et des journaux intimes. Il était tellement assidu qu'il avait noté son plan de succession, indiquant qui il voulait voir reprendre l'organisation en cas de décès prématuré. Dans le 3e carnet, il disait un truc du genre « Oh, et si je me fais accidentellement tirer dessus sur le campus, voilà ce que vous devez faire. » Appelle Erika. Et ensuite, après avoir appelé Erika, venez trouver ce carnet. Et dans ce carnet, vous verrez que j'utilise des adjectifs comme fantastique et héroïque pour décrire Mikey McCoy. Et si, au cours de ce processus d'imagination, le bon sens reprenait le dessus et qu'on se disait « Oh, mais attendez, Charlie, n'était-il pas un enfant prodige? C'est un gamin plutôt intelligent. N'aurait-il pas peut-être formalisé ce plan de succession ailleurs que dans un journal intime? Peut-être aurait-il appelé un de ses nombreux avocats. Peut-être l'aurait-il officialisé dans un testament, parce que c'est ce qu'on est censé faire quand on pense à la mort et qu'on doit faire un plan. On fait un testament. Je suis sûre qu'il avait un testament. Mais non, il voulait le mettre dans ses carnets. Et puis, le plan, c'était de nous culpabiliser, je pense, d'essayer de nous hanter avec le fantôme des carnets de Charlie qu'on ne pourra jamais lire, mais qu'on est censé accepter qu'ils ont bel et bien lus. Genre, vraiment. C'est ce que ça donne comme impression. Tu es d'accord? Je pense qu'ils se sont dit, il sera bien plus facile pour nous de contrôler l'esprit de Charlie Kirk, plutôt que le vrai Charlie Kirk, vivant et respirant. C'est l'impression que je commence à avoir à force de découvrir toutes ces anomalies étranges. Et dans l'esprit de Charlie Kirk, au cas où vous l'auriez manqué, on est censé penser qu'il voudrait qu'on soit en colère contre Tucker Carlson et qu'il voudrait qu'on arrête de parler de son meurtre pour plutôt s'unir et soutenir ce qui ressemble à une prise de contrôle hostile de son entreprise et de sa marque et nous engager encore plus dans la cause républicaine, n'est-ce pas? Faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que, eh bien, Mom Donnie, par exemple, ne devienne pas maire de New York. Eh bien, devinez quoi? On dirait que nous ne l'avons pas fait. On dirait que le plan a peut-être échoué malgré les millions de dollars des milliardaires qui affluaient dans la campagne anti-Mamdani. Il a gagné assez facilement contre Andrew Cuomo, alors qu'il y a à peine 5 minutes, le Parti républicain nous disait qu'il était incroyablement corrompu, qu'il devrait être en prison.
Et tout à coup, c'était notre devoir de faire passer le message, de faire en sorte que les gens votent à nouveau pour Cuomo, d'une manière ou d'une autre. Bill Ackman s'est presque personnellement opposé à Mamdani, n'est-ce pas? Par moment, il a même exigé d'avoir un débat avec Mamdani, ce que je ne comprends pas, car pourquoi Mamdani débattrait-il avec Bill Ackman s'il ne se présente pas contre lui? Le fait est que Mamdani a gagné, d'accord? Bill a donné 1,75 million et Mamdani a gagné, peu importe l'argent qui a été donné contre lui. Michael Bloomberg a aussi donné de l'argent à un super PAC affilié à Cuomo. Il a donné 3 millions de dollars pour arrêter Mamdani et ça n'a rien changé. Le cofondateur d'Airbnb, Joseph Gebbia, a donné 3,1 millions de dollars. Ça n'a rien changé. La famille Tisch a donné 1,2 million. Ça n'a rien changé. Pourtant, Mamdani a gagné. Pourquoi? Bon, pour être honnête, il a probablement gagné lors du premier débat des maires. Tout comme si je repense à 2016, Trump avait en quelque sorte gagné. Lors du premier débat républicain parce qu'il envoyait en quelque sorte balader l'establishment et c'était assez évident. Je veux que vous écoutiez cette question. C'est choquant en fait si vous ne l'avez jamais vue. C'est une question qui a été posée au candidat à la mairie de New York sur le pays étranger qu'il visiterait en premier s'il gagnait. Donc, pour être clair, la question en elle-même n'a absolument aucun sens, mais voici comment elle a été répondue. Écoutez. La première visite à l'étranger d'un maire de New York est toujours considérée comme un événement important. Où iriez-vous en premier? De gauche à droite, madame? Adams. Lors de ma première visite, je me rendrai en Terre Sainte. Cuomo. Vu l'hostilité et l'antisémitisme dont on a pu observer à New York, j'irai en Israël. Tilson, où irais-tu? Ouais. Je ferai mon 4e voyage en Israël, suivi de mon 5e en Ukraine, 2 de nos plus grands alliés combattant en première ligne de la guerre mondiale contre le terrorisme. Mamdani. Je resterai à New York. Mon projet est de m'adresser aux New-Yorkais des 5 arrondissements et de me concentrer sur ce point. Mais, Mamdani, je peux intervenir. En tant que maire, seriez-vous prêt à visiter Israël? Je vais le faire. En tant que maire, je défendrai les New-Yorkais juifs et j'irai à leur rencontre où qu'ils soient dans les 5 arrondissements, que ce soit dans leurs synagogues et leurs temples, chez eux ou sur les quais du métro, car nous devons avant tout répondre à leurs préoccupations. Et simplement par oui ou par non, croyez-vous en un État juif d'Israël? Je crois qu'Israël a le droit d'exister. En tant qu'État juif? En tant qu'État garantissant l'égalité des droits, Je ne dirais pas qu'il a le droit d'exister en tant qu'État juif, soyons clairs. Là-dessus, sa réponse fut non, il ne se rendra pas en Israël. J'ai dit ça parce que je ne savais pas ce qu'il essayait de dire. Non, 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 contrairement à vous, je réponds aux questions très directement. Mon objectif serait de faire mon premier voyage en Israël. Le travail de toute une vie de ma femme dans ce domaine est très important pour notre famille et pourrait coïncider avec la bar mitzvah de mon fils Miles. C'est comme dire, c'est notre pays, les gars. C'est tout. Vous savez quoi? Je vais faire mon 19e voyage en Israël. Eh bien, moi, je vais faire mon premier voyage après la bar mitzvah de mon fils. Oh, je prévoyais de m'y arrêter sur la route pour notre lune de miel. Nous allions nous arrêter et simplement aller en Israël et faire tout ce que nous pouvions. C'est ridicule et c'est évident. Et la façon dont l'establishment réagit, si tu ne répètes pas ces éléments de langage, il dit quelque chose de totalement normal. Oui, je vais rester ici à New York. Pourquoi dois-je faire un voyage en Israël? Et il dit, je préfère travailler avec les Juifs new-yorkais qui sont ici. Ça a du sens. Pourquoi est-ce qu'ils lui tombent tous dessus? Pourquoi tous nos politiciens, de gauche comme de droite, nous ont-ils trahis? D'accord. Parti républicain. Je n'oublierai jamais, pendant les débats présidentiels, ils en portaient tous, ou presque. Je crois qu'il n'y avait que Vivek Ramaswamy qui ne portait pas l'épingle israélienne. Je me disais, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous présentez à la présidence des États-Unis. Qu'est-ce que vous faites? Vous portez le drapeau israélien en épingle sur votre veste. Personne ne peut répondre à ces questions et ils font tous la même chose. J'aime encore plus Israël. Non, c'est moi qui aime Israël le plus. Non, c'est moi qui aime Israël le plus. Gardez à l'esprit, d'ailleurs, que Mamdani a gagné et que New York a la plus grande population juive de toutes les villes du monde après Israël, donc ça veut dire quelque chose, d'accord? Et il a quand même gagné. Maintenant, a-t-il obtenu la majorité du vote juif à New York? Non, mais les sondages de sortie des urnes sont vraiment stupéfiants. Il a obtenu beaucoup trop de voix juives à New York, je dirais. Et je vais faire intervenir Marc dans mon oreillette pour qu'il nous explique ce que nous voyons ici dans les sondages de sortie des urnes. Marc, peux-tu nous expliquer, s'il te plaît?
Oui, comme vous pouvez le voir, il semble que, même s'il n'a pas remporté le vote juif, il en a obtenu une énorme proportion. 32%, c'est assez fou pour quelqu'un qui serait soi-disant aussi anti-Israël. Et en regardant de plus près, on peut voir qu'Israël a été un facteur. Pour beaucoup de ses électeurs, c'est selon un sondage de sortie des urnes de CNN auprès d'environ 4700 personnes. En réalité, c'est une élection pour le maire de New York. Je ne vois pas en quoi cela a un rapport avec ça. Ouais, je veux dire, c'est juste, c'est quelque chose et je pense que ça rejoint aussi ce que disait Norm Finkelstein quand il était dans notre émission et qu'il expliquait que même au sein de la communauté juive, la question d'Israël est désormais présente et qu'elle ne va pas disparaître. Ça ne va pas s'en aller, ça va rester. Mais j'imagine que la question plus large, plus générale, c'est pourquoi MAGA n'a pas MAGA? Pourquoi MAGA n'a pas MAGA? Pourquoi MAGA n'a pas fait ce qu'il fallait? Nous avons infiltré MAGA et nous leur avons dit de faire ce que nous voulions. Et nous voulions qu'ils fassent tous. Des postes anti-Mondani. Juste pour être clair, même Donald Trump, le président Trump, a consacré 900% de publications en plus sur Truth Social pour s'assurer que Mondani perde pour s'assurer que le meurtrier de Charlie Kirk soit retrouvé. Une augmentation de 900% des messages venant de lui, puisqu'il n'a même pas envoyé un seul message concernant l'enquête sur le meurtre de Charlie. Mais la question est, pourquoi MAGA n'a-t-il même pas écouté Trump? Pourquoi n'avons-nous pas tous utilisé nos plateformes pour dire quelque chose? Parce que des gens comme Dana Lash veulent savoir comment allons-nous gagner si vous n'utilisez pas vos plateformes pour encourager les gens à voter? Eh bien, la réponse est assez évidente. Nous ne reconnaissons pas ce MAGA parce que le fait que vous en fassiez partie n'a aucun sens. Vous n'avez jamais été pro-Trump. Si vous nous dites que MAGA, c'est maintenant Josh Hammer, alors MAGA n'est plus MAGA, d'accord? MAGA a besoin d'un nouveau leader. Et il est assez évident que vous reconnaissez que nous n'avons jamais été avec vous. En réalité, nous n'avons jamais été dans la même équipe. Et si vous pensez que vous allez infiltrer et nous convaincre que c'est le même parti pendant qu'on nous fait du gaslighting sur tout ce qui se passe, comme je l'ai dit, vous avez perdu le parti. MAGA s'est fracturé, non pas quand Tucker Carlson a interviewé Nick Fuentes, mais quand Donald Trump nous a regardés en face et a dit « Epstein, qui ?» C'est là que tout était fini. Parce que Israël d'abord est une cellule cancéreuse. C'est une cellule cancéreuse à gauche comme à droite, pour tout et tout le monde. Qui veut jouer avec ça? C'est une psychose radicale qui s'est manifestée dans les deux partis, et c'est tellement radical. Et au cas où vous l'auriez manqué, hier, ils ont commencé à attaquer Brett Cooper. Brett Cooper, la pétillante, 23 ans. Elle consacre la majorité de ses vidéos à la pop culture. Oui, elle aborde des sujets qui relèvent, je dirais, de la politique grand public. Rien de trop audacieux. Elle ne parle jamais d'Israël. Et d'ailleurs, elle a fait sa part. Les sionistes voulaient qu'elle fasse sa part et encouragent les New-Yorkais à sortir voter contre Mamdani. Mais ce n'est évidemment pas suffisant, car il s'agit d'une idéologie radicale. Vous leur donnez 100%, vous émettez ne serait-ce qu'une critique, et ils ne veulent pas partager le pain avec vous, ils veulent vous détruire. Et c'est ce qu'ils veulent faire à Brett Cooper, parce qu'elle a regardé l'événement totalement dérangé, Tucker is not MAGA Republican Jewish Coalition, et elle était d'accord. Avec la majorité des personnes sensées, que les demandes de censure de la parole, de déplatformage, ne sont pas seulement puériles, elles sont aussi inefficaces. C'est aussi contraire à ce que signifie être conservateur. Je vais donc vous laisser écouter ce que Brett Cooper a dit à propos de Randy Fine. Et dites-moi si vous êtes tellement offensé que vous pensez qu'elle doit être annulée et détruite. Écoutez ce que Brett Cooper a dit. Randy Fine, si vous ne savez pas qui c'est un représentant de Floride. C'est le même gars qui s'est vanté de ne pas s'être lavé les mains après avoir serré la main de Netanyahou. Il a à plusieurs reprises présenté des projets de loi pour criminaliser l'antisémitisme, empiétant ainsi sur la liberté d'expression. Il est évident, je suis désolé de le dire, mais il est clair qu'il se soucie plus d'Israël que de principes comme la liberté d'expression. Mon conseil, Randy Fine, c'est de déménager en Israël à ce stade. Vu que tu as dû suivre des cours de gestion de la colère il y a quelques années, je pense sincèrement que tu serais probablement plus heureux si tu déménageais en Israël. Et ce n'est pas une attaque contre lui, c'est juste un fait. C'est un petit encouragement. Je veux que tout le monde soit heureux et en bonne santé. Je pense que tu serais plus heureux si tu déménageais en Israël. Tu pourrais y chanter avec Mike Huckabee. Ça semble être un conseil plutôt judicieux, plutôt que d'essayer de transformer ce pays en Israël. Pourquoi ne vas-tu pas simplement vivre en Israël? Et voici ce qu'elle avait à dire à propos de Ted Cruz. Écoutez ça.
Tu es tellement aveuglé par ta haine ridicule et insensée envers Tucker Carlson que tu ne vois même pas à quel point tu es irresponsable et hypocrite. Je veux dire, ces tweets de Ted Cruz que je vais te lire maintenant en sont un excellent exemple. Il y a à peine un mois, il a tweeté ceci. Il a dit « Il ne te tue pas parce que tu es un nazi. Il t'appelle nazi pour pouvoir te tuer. » La violence politique est un phénomène de gauche. Ça suffit, il faut que ça cesse. Et puis, en réponse à Fuentes et Tucker cette semaine, il a tweeté ceci. Le bombardement par Trump des installations nucléaires de l'ayatollah a rendu le petit nazi furieux. Bien. Donc maintenant, tu te retournes et tu traites quelqu'un que tu n'aimes pas de nazi. Tu fais ça par pure rage aveugle parce que tu es tellement en colère que l'opinion de la base conservatrice change rapidement et que Nick Fuentes attire l'attention nationale. Et donc, tu t'es retourné et, en réponse, tu compromets tes propres valeurs sous l'effet de la colère, ce qui est un précédent extrêmement dangereux. Et malheureusement pour vous, oui, les mentalités sont en train de changer. Donc, encore une fois, il est logique que ce groupe soit incroyablement paniqué. Elle est une voix de la génération Z, donc on pourrait penser que la meilleure chose à faire ici serait d'écouter, de partager un repas, que quelqu'un prenne contact et l'invite dans une émission pour qu'ils puissent en discuter, pour qu'ils puissent entendre leur voix. Vous vous souvenez peut-être que Charlie Kirk a fait cela. Il s'est assis avec la génération Z et a dit « J'essaie de leur dire qu'ils sont en train d'éloigner toute une génération avec leurs actions. » Mais nous savons comment ils ont réagi lorsque Charlie Kirk a fait cela. Ils ont commencé à le traiter d'antisémite. Ils ont commencé à le pousser dans ses derniers retranchements jusqu'aux derniers instants de sa vie. Ils lui ont fait des menaces financières, et pas seulement des menaces financières. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Des gens comme Bob Schulman lui ont retiré 2 millions de dollars parce qu'il a laissé Tucker Carlson monter sur scène. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Et donc, plutôt que d'essayer de tendre la main et de dire à la génération Z ou à Brett Cooper « Hey, j'adorerais vous avoir dans notre émission » ou « Hey, j'adorerais que vous rencontriez cette personne », ils le sont déjà. On la surnomme la Candace Owens blanche. Si vous êtes Aaron Wexler, voici un tweet authentique. D'accord, Candace la Blanche, alors c'est quoi un nazi? Quoi? Comment cela peut-il avoir le moindre sens? Pourquoi surnommer Brett Cooper la Candace Blanche? Pourquoi pensez-vous même au fait que Brett Cooper est blanc? Pourquoi voit-on sans cesse ce thème récurrent des suprémacistes juifs qui se sentent constamment obligés de commenter sur les blancs? Pourquoi doit-elle être la Candace Blanche? C'est ridicule. Rien. Nous n'avons même pas les mêmes idées. Elle dit quelque chose de sensé, c'est certain, mais ça empire. Ted Cruz, qui est plutôt quelqu'un de sensé, intervient et essaie de la jouer grand seigneur. Je ne sais pas comment il pensait que ça allait passer. Elle a 23 ans. Ça fait vraiment loser. Elle a essayé de rabaisser une fille de 23 ans avec un « Mais t'es qui, toi ?» Voici ce qu'il avait à dire. Je ne sais pas qui est cette femme en colère, mais elle rate une distinction essentielle. Fuentes se qualifie lui-même de nazi. Il a dit que Hitler est très cool, que Hitler avait raison et qu'il est dans l'équipe d'Hitler. Si tu prends explicitement le parti d'Hitler et que tu le défends, tu es vraiment un putain de nazi. Déjà, commence par élever le niveau. On n'a pas besoin que tu balances des gros mots à une fille de 23 ans. Deuxièmement, comme je l'ai dit, essayer de la rabaisser et de faire comme si tu ne savais pas qui elle est, alors que tu as collaboré à plusieurs reprises avec The Daily Wire, y compris dans un film où Brett Cooper tenait le rôle principal chez The Daily Wire, Lady Bellers. Tu es très ami avec Michael Knowles. Tu sais très bien qui était Brett Cooper. Et franchement, c'était un tweet vraiment sans classe de ta part. Sérieusement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Se présenter à la présidence et perdre pour être reconnue à l'échelle mondiale? Encore une fois, cela ne fait rien pour rallier des gens à leur cause. Et parce qu'il ne s'agit pas seulement d'essayer de rabaisser les gens, mais vous verrez qu'il y a ce courant de pure méchanceté qui accompagne le sionisme cherchant à détruire. Ils se sont mis très rapidement à déconstruire qui est une personne. Ils ont commencé à fouiller dans tous les anciens contenus de Brett, cherchant des moyens d'attaquer son caractère. Et ils sont tombés sur un extrait où elle parlait à Sean Ryan l'année dernière. Avant de vous donner le contexte de cet extrait, je veux que vous l'écoutiez, car cela vous aidera vraiment à comprendre à quel point ces gens sont spirituellement mauvais et possédés. D'accord? Voici le tweet qui a été publié, en fait, quelques tweets qui ont été publiés. Disant essentiellement qu'elle est une sorcière, je ne plaisante pas. C'est un vrai tweet. Quelle surprise, Brett Cooper et sa mère pratiquent de la sorcellerie. Ce n'est pas une conservatrice. Je me fiche de la façon dont les gens essaient de me faire douter à ce sujet. Voici un autre tweet. Brett Cooper, la dernière héroïne de la droite woke, est une spiritualiste laïque, religieuse seulement de nom. Ses opinions sont fondamentalement non chrétiennes,
Mais cela n'a aucune importance pour la droite woke tant qu'elle est d'accord avec leur haine des Juifs ou la tolère. Pour eux, elle a leur aval. Ce n'est pas un mouvement chrétien. Voici l'extrait auquel ils font référence. On a fait toutes sortes de choses. Ma mère est allée voir des médiums juste après. Moi, je ne l'ai pas fait, j'en ai un peu envie, mais elle l'a fait. Elle est allée voir plusieurs médiums. Un à New York où tu ne dis ni à lui, ni à son assistant qui tu es ou quoi que ce soit sur toi. Et tu vas dans cette chambre d'hôtel et tu t'assois juste là. J'en parlais. C'était tellement bizarre. Et à la fois son premier mari et David sont apparus. Tu es sérieux? Et on nous dit, il y a un jeune homme de 17 ans ici qui veut te parler. Enfin, c'était comme... En fait, je pensais à cette rencontre l'autre jour. Je faisais des recherches sur Google pour voir si je pouvais le retrouver. Il faut que je demande le nom à ma mère parce que j'aimerais vraiment faire ça. Oui, elle a pu parler à Don, son premier mari, et avoir de ses nouvelles. Elle a fait une fausse couche entre les garçons, je crois, et je suis presque sûre que lors d'une des séances de médium, ce bébé est venu, a dit quelque chose. Tu sais, les lumières ont baissé derrière toi 2 fois. Je l'ai vu. D'accord. Alors, laissez-moi maintenant contextualiser correctement la conversation qu'ils ont. C'est en fait l'une des conversations les plus captivantes et émouvantes que j'ai jamais vu Brett Cooper avoir. C'est un épisode très puissant du Sean Ryan Show parce que elle raconte son histoire et on se rend compte de la profondeur qu'elle a et de tout ce qu'elle a traversé. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. C'est quelqu'un qui avait des frères jumeaux et l'un de ses frères jumeaux est mort subitement d'une crise cardiaque. Et quand elle décrit la dynamique de ce qu'ils ont traversé en tant que famille, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne pense pas, avoir un frère jumeau identique et puis une moitié de toi, tuer littéralement une cellule divisée, meurt soudainement, ce que cela fait à l'autre frère jumeau qui doit passer devant le miroir chaque jour et voir son frère, mais son frère est en réalité mort. Son frère qui a survécu, il a perdu la raison et elle s'occupe de lui. Il est dans un hôpital psychiatrique. Et elle parle du processus de deuil qu'ils ont traversé, de ce que sa mère a enduré. Sa mère est allée consulter des médiums. C'est comme que tu ne connaisses jamais la douleur de perdre un enfant. C'est quelque chose que je ne peux même pas imaginer, la douleur de perdre un enfant et comment cela a déchiré sa famille. Et elle a en quelque sorte perdu un deuxième frère à cause de la perte du premier. Et essayer d'accepter que sa famille ne sera plus jamais la même, comment cela a mené au divorce, toutes ces choses-là. Et eux, ils disent juste, c'est une sorcière. Sa mère est allée voir un médium. C'est tout. Affaire classée. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Je vous le dis, il n'y a aucun moyen que nous puissions partager un repas. Le mouvement Israël d'abord, comme je l'ai dit, est un véritable cancer. Il ne cherche qu'à détruire. Il y a tellement de haine. Mais je veux aussi préciser qu'ils deviennent de plus en plus dangereux parce qu'ils sont radicaux au fond d'eux, parce que ce sont les descendants des bolcheviks. Ce n'est pas quelque chose dont il faut simplement rire, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention, d'accord? Parce que s'ils s'en prennent à Brett Cooper de façon aussi démoniaque, à quelqu'un qui est juste une fille pétillante, qui parle surtout de culture pop, et maintenant ils essaient de ressortir des contenus pour dire qu'elle est une sorcière, qu'on devrait la noyer, brûler Brett Cooper sur le bûcher. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le reste d'entre nous? Et leur rhétorique devient dangereuse. Ils disent qu'un autre 11 septembre arrive. Je vais vous en parler dans un instant. Ne partez pas. Très bien, je vous parle souvent de Riverbend Ranch parce que j'adore vraiment leur steak. Ils ont du bœuf Black Angus célèbre pour sa saveur exceptionnelle. Riverbend Ranch a hissé le bœuf Black Angus à un tout autre niveau car au cours des 35 dernières années, Riverbend Ranch a créé un troupeau Angus d'élite en utilisant la technologie des ultrasons pour sélectionner des bovins génétiquement supérieurs en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté. Chaque année, Riverbend Ranch fournit environ 850 taureaux Angus noirs d'élite possédant ces gènes spéciaux à plus de 260 éleveurs de l'ouest des États-Unis. Ranch. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de Riverbend Ranch pour l'élevage de ces veaux sans utilisation d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Puis, chaque automne, les veaux porteurs de ces gènes d'élite retournent au ranch Riverbend pour passer l'été suivant dans les luxuriants pâturages de montagne. Ainsi, en achetant chez Riverbend Ranch, vous soutenez non seulement les 64 cow-boys et leurs familles qui travaillent au ranch, mais aussi plus de 260 autres agriculteurs américains.
les ranchs et les centaines de familles américaines qui y travaillent également. C'est né aux États-Unis, élevé aux États-Unis et transformé ici même aux États-Unis. La viande est affinée à la perfection pendant 21 jours, puis elle est expédiée directement de leur ranch à votre domicile. Ce n'est donc pas votre bœuf Angus noir ordinaire. C'est plus savoureux et plus tendre que le meilleur bœuf Angus que j'ai jamais goûté. En ce moment, si vous allez sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice lors du paiement, vous bénéficierez de 20 $ de réduction sur votre première commande. Croyez-moi, vous allez être vraiment impressionné. Alors rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice lors du paiement. Je veux aussi vous parler de Sona Space. Parce que quand on est maman avec des enfants et un emploi du temps non-stop, on s'attend quand même à ce que vous ayez bonne mine, que vous vous sentiez bien et que vous fonctionniez sans perdre la tête. C'est pour ça que je suis obsédée par Sona Space. Vous avez vu ces panneaux à lumière rouge qui sont à la mode, mais là, c'est totalement différent. C'est la lampe de luminothérapie infrarouge Glow de Sona Space. Elle aide à lutter contre la fatigue des écrans et est aussi très bénéfique pour ma peau le matin, comme une lumière naturelle du soleil. C'est chaud, réconfortant et ça réinitialise l'horloge biologique. Le soir, ça aide à se détendre et à se préparer à un sommeil profond. Vous pouvez même l'utiliser pour soulager la douleur des muscles endoloris ou des crampes. Et la vraie révolution, c'est leur Sona Firelight. Il est portable, il est puissant et vous bénéficiez à la fois de la luminothérapie rouge et d'un sauna infrarouge. C'est votre sanctuaire de bien-être personnel. Sanctuaire. Tout est fait à la main aux États-Unis avec des matériaux biologiques purs, sans ondes électromagnétiques. Avec l'espace sauna ultime pour la détox, ils ont passé plus de 10 ans à perfectionner leur spectre Firelight, soutenu par des milliers d'études. Dans le sauna Firelight, vous transpirez intensément. Détox profonde, guérison plus rapide, meilleur sommeil, peau éclatante, relaxation totale, et cela booste même votre système immunitaire. Si vous êtes une maman occupée comme moi, prête à consacrer 20 minutes par jour, découvrez Sona Space. Rendez-vous sur sonaspace.com, Candice, et utilisez le code Candice pour une remise spéciale de 10%. C'est sonaspace.com, Candice, avec le code Candice pour une réduction. Très bien, donc l'establishment ne m'a jamais autant détesté, surtout parce que je m'intéresse à cette affaire Charlie Kirk. Je n'ai pas l'intention d'arrêter de le faire. Il y a d'ailleurs quelques questions que je souhaite soumettre au public à ce sujet. Mais il y a eu ce segment captivant qui apparemment a eu lieu en juillet sur CNN et que j'ai vu pour la première fois ce matin alors qu'il circulait sur X. Et c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment, je suppose, ce que les gens ressentent à mon égard. Dans les médias de l'establishment, en résumé, alors écoutons CNN. Non seulement elle est stupide, mais elle est aussi dégoûtante, n'est-ce pas? Je veux dire, Candace Owens doit être l'une des personnes les plus répugnantes à avoir du temps d'antenne sur une grande chaîne. Et ce n'est même pas le pire de Candace Owens. C'est une antisémite. Ça fait beaucoup. Oui, c'est une antisémite. Elle est anti-gay. C'est une antisémite. Elle a dit des choses sur l'histoire de l'esclavage dans ce pays qui sont répugnantes. Oui, c'est drôle dans la mesure où, tu sais, ces déclarations n'ont aucun sens. Mais quand on va vraiment au cœur du problème, c'est juste une personne répugnante. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Je suis désolée, mais c'est objectivement drôle. C'est drôle parce qu'ils sont sérieux et que c'est drôle. Nous allons droit au but. Oui, c'est une antisémite. Oui, elle déteste les femmes. Elle déteste les Noirs. Au fond, c'est une personne tout simplement répugnante. D'accord, cool. Continuons à élaborer notre plan. Quelques nouvelles concernant l'affaire Charlie Kirk et quelque chose qui me tracasse vraiment. En fait, beaucoup de choses me dérangent, mais voici 2 autres choses qui me dérangent. Charlie n'a jamais reçu de premier secours immédiatement. Je connais l'équipe de sécurité. Je sais que l'un d'eux est censé administrer les premiers secours immédiatement. On ne voit pas ça se produire. J'ai tout vu sous différents angles. Quand il est à terre, ils ne mettent aucune compresse sur lui. Ils ne posent même pas une main, là où se trouve la blessure pour essayer d'arrêter le saignement. En fait, quand ils le soulèvent, il retombe mollement tout le long jusqu'à la voiture. Son cou n'est même pas maintenu d'une manière qui montrerait qu'ils essaient d'empêcher la blessure de s'ouvrir. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est le fait qu'il n'a même jamais été posé au sol après être tombé de la chaise. D'accord, je vais vous expliquer cela. Maintenant, vous savez, j'ai les images de dos, j'ai les images de côté. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la première chose qui se passe, c'est que l'agent de sécurité attrape en fait Charlie. Donc Charlie ne tombe pas vraiment de la chaise. L'agent de sécurité le soulève et le guide au sol, ce qui est ce qu'il faut faire. Évidemment, il faut se baisser. Sauf si vous êtes Mikey McCoy, quand des coups de feu retentissent, vous êtes censé vous baisser.
Et donc, il le place derrière la table, mais il le guide sur une valise d'équipement, pour ainsi dire. Je vais vous montrer ça parce que personne ne l'a vraiment remarqué et à aucun moment il ne le retire de là. D'accord. Donc, peu importe, environ 30 secondes passent et je trouve vraiment étrange qu'on ne l'ait pas allongé à plat et droit. Et puis, ils sont tous un peu regroupés autour de lui sur une valise, comme une boîte à matériel, pour ainsi dire. Donc, voilà ceci. Je vais vous montrer ça. Regardez, est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Charlie n'a en fait jamais été posé au sol. Et sa tête, que nous floutons évidemment ici, sa tête est complètement retombée. Il n'est jamais à plat pendant tout ce temps où ils sont penchés sur lui. Ils ne l'ont jamais posé par terre. Je trouve très étrange que ces boîtes à matériel soient même là. Elles sont de chaque côté de lui, ce qui est très étrange. Aussi loin que nous avons pu remonter, nous n'avons jamais vu ce genre d'installation. Tout est bizarre ce jour-là. Et à l'intérieur, ils ont ces boîtes. Donc, en fait, je vous montre ça parce que, premièrement, c'est étrange. Mais deuxièmement, je me demande, et peut-être que quelqu'un peut vérifier ça. Je sais que tout le monde regarde les images sous différents angles. Si on a déplacé cette boîte sur laquelle Charlie était, si cette boîte a été déplacée avant que le gars de la caméra n'arrive et enlève les caméras, ou bien est-ce que cette boîte à matériel était toujours là? Parce qu'il ne s'est écoulé qu'environ 4 minutes. Et je ne me souviens pas avoir vu cette boîte à matériel après coup. Et c'est juste bizarre qu'il l'ait laissée dessus. Ce n'est même pas logique, même dans des scénarios de bon sens. Si j'avais été là et que je n'étais pas payé des millions et des millions de dollars pour sécuriser le lieu comme ces personnes le faisaient chaque année, je saurais qu'il faut allonger le corps pour administrer une quelconque aide ou évaluer la situation. En fait, je ne sais pas ce qu'ils font pendant environ 20 secondes, voire 30 secondes là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils semblent être regroupés. Faire quoi? Faire quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne sécurisez pas la blessure, si vous n'essayez même pas de mettre sa tête à niveau, qu'est-ce que vous faites? C'est long d'être là en bas, selon moi et selon le bon sens. Juste du bon sens? Il faut faire quelque chose. Ils n'ouvrent même pas leur sac pour essayer d'apporter une quelconque aide. Et ils sont payés des millions de dollars par an pour faire ça. Bref, la deuxième chose, si vous avez cette séquence, si vous pouvez voir si cette boîte a été déplacée, j'aimerais savoir si cette boîte est toujours là 4 minutes plus tard, quand ils commencent à démonter le matériel. La deuxième chose qui me dérange, ou plutôt la millionième chose qui me dérange, c'est l'appel téléphonique instantané de Mikey McCoy. On en a déjà parlé. C'est étrange, non? Il mente clairement sur le fait qu'il se couvre les oreilles parce que je viens de voir d'autres images et il ne cesse jamais de faire ce geste, pas une seule seconde, même quand il s'éloigne et commence à partir vers la gauche en direction d'un parking, jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue. Il ne baisse jamais les bras une seule fois, donc je continue à me demander et peut-être à penser quoi? Ça n'a aucun sens, d'accord? Bref, j'ai un peu essayé de nous empêcher de mettre notre bon sens de côté, évidemment. Les excuses qu'on nous a données, aucune ne tient. En fait, les excuses ont encore moins de sens. Et l'excuse qu'on nous a donnée à propos de ce que Mikey faisait me trotte dans la tête. Blake Neff, qui était là, il intervient aussi dans l'émission de Charlie Kirk et il était plutôt remonté contre les gens qui posèrent des questions sur ce que faisait Mikey. Et je veux juste que vous écoutiez ce que Blake Neff dit que Mikey faisait à ce moment-là. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut suivre Mickey, d'accord? Voici ce qu'il dit. Écoutez bien ce que je trouve en fait assez étrange à ce sujet. Écoutez. La fusillade a lieu. Je suis à côté de Mikey. Nous entendons tous les deux un grand craquement. Nous nous retournons tous les deux. Nous voyons tous les deux Charlie qui a été touché par balle. Tous les deux, je pense à peu près au même moment, nous réalisons que cela signifie qu'il y a un tireur sur les lieux. Et vous savez, on entend juste le craquement, donc on ne sait pas, est-ce que ça vient de loin? Est-ce que ça vient de près? Est-ce qu'il y a une fusillade de masse en train de se produire en ce moment? Donc, lui et moi avons tous les deux eu la réaction de « sortons d'ici avant qu'on se fasse tirer dessus tous les deux ». Ce n'est pas que nous abandonnions Charlie. Charlie avait une équipe de sécurité. Ils sont tous immédiatement passés à l'action et ils ont évacué Charlie de là. C'était leur travail. Mon travail n'était pas de me mettre en travers de leur chemin et de tout gâcher parce que j'aurais voulu jouer les héros. Ce n'était pas mon rôle. Je me souviens même d'avoir couru, nous deux passant devant le SUV avec lequel nous étions venus, et moi me demandant « est-ce que je devrais monter dans cette voiture ?» Et puis je me suis dit « non, ce serait vraiment stupide de faire ça. » Alors j'ai continué à courir. Donc je n'étais pas avec Mikey, ou en tout cas, je ne me souviens pas avoir été avec lui. Je pense que j'étais devant lui quand nous sommes partis. Et puis on sort,
et je cours pendant, ça a dû durer plus de 15 ou 20 secondes, puis je réalise qu'il n'y a pas eu d'autres coups de feu, donc le tireur a probablement été maîtrisé ou arrêté ou quelque chose comme ça. Nous ne sommes plus en danger immédiat. Je m'arrête, je regarde autour de moi et je vois Mikey. Et je vois Mickey là. Et je n'oublierai jamais. Vraiment, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu Mickey presque tous les jours ces 2 dernières années. Je connais très bien sa personnalité. C'est un gars très pétillant. C'est quelqu'un de très joyeux presque tout le temps. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu parce qu'il était évident à ce moment-là qu'il était profondément terrifié. Ce dont je me souviendrai toujours, c'est la façon dont sa lèvre tremblait, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Et c'est très rare de voir chez quelqu'un qu'il est en train de paniquer. Et puis je crois qu'il m'a littéralement dit, peut-être que j'imagine, mais je crois que ce qu'il a vraiment dit, c'est qu'il était en train de regarder autour de lui, et puis il a dit, il faut que j'appelle Erika. Et puis il prend son téléphone et commence à appeler Erika. Et je ne veux pas révéler comment cet appel s'est déroulé, mais il l'a fait. Tout cela, vous savez, votre esprit extrapole, mais ça se passe en moins d'1 minute. Tout cela se produit. Je me souviens qu'il appelle Erika. Moi, à peu près au même moment, je sors mon téléphone et j'appelle ma mère juste pour lui dire « Maman, il y a eu une fusillade. Tu vas le voir aux infos. Je vais bien. C'est pris pour moi. Je dois y aller. » Et je me souviens de cet appel. Et au moment où je range ce téléphone, il appelle immédiatement son père. Il appelle Rob McCoy. Et il dit « Papa, quelqu'un a tiré sur Charlie. Tu dois appeler tous tes amis pasteurs. Charlie a été touché. On a besoin que tout le monde prie tout de suite. » Et c'est ce qu'il lui a dit. Et je suppose que c'est très révoltant pour moi, en tant que témoin de la scène, d'avoir vu Mikey extrêmement bouleversé, puis prendre les choses en main à ce moment-là. Parce qu'après cet appel, j'ai vu Mikey reprendre totalement le contrôle de lui-même. Il a compris qu'il devait prendre les choses en main dans cette situation. Et à partir de ce moment-là, il était comme un général dirigeant une bataille. Il attrapait les gens et disait « OK, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et il faut qu'on fasse ces choses-là et vous devez attendre ici. Je dois entrer ici pour obtenir des informations afin de pouvoir les transmettre à Erika. » Et quand nous avons appris qu'il était mort, il est sorti et il nous l'a dit. Et ensuite, il a dit « Maintenant, aucun d'entre vous ne peut dire quoi que ce soit de ce que vous avez entendu, parce qu'Erika ne doit l'apprendre de personne d'autre que moi. » D'accord, alors voici ce qui ne va pas avec ça. Tout d'abord, parce que nous avons d'autres images de Mikey en train de marcher, il est impossible qu'il se soit bouché les oreilles. Il ne compose pas de numéro et il garde la main comme ça tout le long, en passant devant la voiture de Charlie. Je pense que Charlie arrive, mais qui passe directement devant la voiture, puis il va complètement sur la gauche et il ne baisse jamais la main. Il ne se bouge pas les oreilles aussi longtemps, ce qui n'a aucun sens. Blake pense peut-être qu'il dit la vérité, mais ce n'est pas un récit fidèle de ce qui s'est passé ce jour-là. Je vais le répéter. Blake pense peut-être qu'il dit la vérité, donc il est possible que Blake ne mente pas. Mais ce n'est pas un récit fidèle de ce qui s'est passé ce jour-là. De toute évidence, il me semble qu'il sait où il va. Il est debout près du parking, dans la direction générale du parking vers laquelle il semble aller, tout droit, puis à gauche. Et il est déjà au téléphone. Et Blake Neff est introuvable. Nous pouvons suivre ses déplacements. On nous dit que, dans la minute où Charlie a été abattu, il a appelé à la fois Erika et Robbie McCoy. Et c'est une de ces petites choses qui me perturbe vraiment. Parce que ce que cela implique ici, c'est que l'appel avec Erika a dû être très rapide. D'accord. Ce que cela implique ici, c'est que l'appel avec Erika a dû être rapide. Je veux que tu imagines que tu reçois un appel, d'accord, de n'importe qui, disant que la personne que tu aimes le plus au monde et à qui tu es marié a été blessée par balle. À quelle vitesse raccrocherais-tu ce téléphone? Tu restes au téléphone. Tu poses des questions. Il y avait toute une série de questions auxquelles il fallait répondre. Tu cries. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Où est-il? Où dois-je aller? Est-ce qu'il va bien? Il y a une multitude de questions qui seraient à poser. Et s'il te plaît, ne me dis pas que c'est une situation où ça ne se passerait pas comme ça. Je suis tellement fatiguée d'entendre « tu ne sais pas ce que tu ferais ». Je sais que tu poses une série de questions, ce qui signifie naturellement que si ce qu'il dit est vrai et jusqu'à ce qu'il se retrouve, ce qui n'arrive pas sous nos yeux, nous ne voyons pas Blake et Mickey se retrouver alors que nous suivons Mikey tout droit vers la gauche. OK, cette minute 12-23 doit être... Tout est terminé au moment où il voit sa lèvre trembler, au moment où il dit « je dois appeler Erika », puis il va appeler Erika.
et je suis censé croire que c'était un appel de 15 secondes. Et Charlie s'est fait tirer dessus. Je dois te rappeler plus tard, parce que je dois appeler mon père et lui demander de prier. D'ailleurs, ça non plus, ça n'a pas de sens. Tu pourrais appeler ton père après avoir appelé le 911, je veux dire, il y a tellement de choses qui se passeraient avant que j'appelle mon père pour lui demander de prier, si tu réagis vraiment sur le coup. Et je sais aussi avec certitude que l'un de ses premiers appels, ce n'était pas juste 2 appels qu'il a passés, il en a passé 3, parce qu'il a aussi appelé Elizabeth McCoy, sa femme, qui a crié au bureau. D'accord, donc on ne nous dit pas la vérité. C'est ça que j'essaie de dire. On ne nous dit pas la vérité logique. Son appel à Erika n'a duré que 10 secondes. Tu balances une nouvelle pareille et tu passes à autre chose? Ou bien il était déjà au téléphone avec Rob McCoy? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai besoin de précision parce que chaque jour qui passe, j'ai l'impression que Turning Point est impliqué dans une dissimulation. Et il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il n'y a pas d'autre façon. Je me fiche de qui tweet chez Turning Point. Je m'en fiche littéralement. Je vais vous cracher du feu à tous. Je sais comment fonctionnent ces événements. Pourquoi cet événement a-t-il été confirmé si rapidement alors qu'il a été demandé si tard? Répondez à ces questions. J'ai besoin de réponses à ces questions pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que la façon dont Mickey agit, c'est comme s'il savait où il allait. C'est comme s'il savait où ils allaient se retrouver. Et nous savons qu'ils sont arrivés à l'hôpital très rapidement parce que Blake Neff dit ailleurs qu'ils sont arrivés à l'hôpital en 25 minutes. D'accord, il savait, cela veut dire qu'il savait instantanément où se trouvait l'hôpital. Il savait dans quelle direction aller, la communication circulait. Je crois que Frank a dit qu'il était au téléphone pendant qu'ils étaient en voiture avec les membres de sa famille. Ne me citez pas là-dessus. Donc tout cela s'est produit. Vous êtes arrivés instantanément à l'hôpital. D'ailleurs, l'hôpital a été placé en confinement lorsque Charlie est arrivé. C'est ce qu'on nous a dit. Ils ont laissé entrer Mikey et les garçons de Turning Point. Peut-être que c'est vrai. Ça a l'air d'être vrai. Évidemment, nous savons que vous étiez là quand ils sont sortis et ont annoncé que Charlie était décédé, selon Blake Neff et selon le témoignage de Frank Turek. Mais beaucoup de ces petits détails ne tiennent pas debout. D'accord, ça n'a pas de sens. Et vous ne pouvez pas me dire que pour dissiper cette rumeur, n'est-ce pas, en laissant les gens voir les historiques d'appels, en laissant les gens voir les enregistrements vidéo, cela nuirait d'une manière ou d'une autre à l'affaire parce que c'est le baratin qu'ils essayent de nous vendre en ce moment. Comme si la transparence pouvait nuire à l'affaire. Et comme je l'ai dit, si la transparence nuit à l'affaire, c'est parce que vous n'avez pas d'affaire. D'accord? Si la transparence nuit à l'affaire, c'est parce que vous n'avez pas d'affaire. Et si vous me dites que vos historiques d'appels ce jour-là pourraient d'une manière ou d'une autre nuire à l'affaire, vous me demandez d'être idiot. Et je ne peux pas être idiot. Je ne peux pas faire semblant d'être né de la dernière pluie. Vous mentez. Ils mentent sur les appels téléphoniques et leur timing. Les appels téléphoniques n'ont aucun sens. Je voulais juste dire ça. Je vais me détendre. Je vais être un peu remonté. J'ai dit que je n'allais pas faire ça, mais je m'énerve à nouveau. Maintenant, j'ai bon espoir que nous aurons plus de clarté à l'avenir. Peut-être même dans un avenir proche. Et autre chose que je veux dire, en me basant sur hier, c'est le sentiment que j'ai qu'il préparait Mikey à devenir le nouveau Charlie. Eh bien, voici un autre petit fait amusant. Évidemment, après la mort de Charlie, il n'y a pas eu de nouveau post programmé sur sa page YouTube. C'est-à-dire que, vous savez, sur votre page YouTube, il y a la section en direct. C'est là où vous êtes en ce moment. Ils avaient des vidéos en direct des gens lors de l'événement commémoratif. Mais en ce qui concerne les posts programmés à publier, ils n'ont pas relancé sa chaîne YouTube et commencé à programmer ses posts avant la fin de l'événement commémoratif, ce qui est logique. Tout le monde devait être mobilisé pour l'événement commémoratif. Et quand ils sont revenus et ont commencé à programmer des publications sur la chaîne de Charlie, la première publication programmée était le discours de Mikey McCoy. C'était une photo. Je vais vous montrer ça. Regardez, donc ça va dans l'ordre du bas vers le haut. Donc vous voyez, vous avez Charlie et Ben. Vous avez Charlie et Jack Posobiec. Vous avez Charlie. Et puis ça s'arrête. Et puis, quand ils ont relancé la chaîne, avant même de diffuser le discours d'Erika, ils ont diffusé l'image de Mikey McCoy et de sa femme. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Ça pue au plus haut point. D'accord. De tous les discours que vous auriez pu choisir pour commencer, n'est-ce pas? Vous auriez pu choisir J.D. Vance. Vous auriez pu choisir Trump. Vous auriez pu mettre Erika. Erika était en deuxième. Vous avez mis Mikey McCoy et sa femme. Qu'est-ce qui se passe?
Quoi qu'il en soit, j'espère que certains points seront clarifiés ce soir lors de la très attendue interview entre Jesse Waters et Erika Kirk. Je vais regarder. Je suis vraiment ravie d'entendre davantage Erika. Je sais qu'on lui a évidemment laissé le temps de faire son deuil et j'espère qu'elle va apporter un peu plus de clarté à toute cette situation. J'ai juste besoin qu'on apporte plus de clarté à cette situation. Enfin, et pour changer de sujet, ce que je veux vous dire, et cela fait écho à ce que j'ai dit plus tôt, c'est de faire très attention, car toutes les mauvaises personnes, et par là, j'entends le camp pro-Israël qui nous fait clairement comprendre qu'un autre 11 septembre se prépare. Ils intensifient la rhétorique sur le djihad. Tout le monde est un djihadiste. Des musulmans comme les musulmans arrivent. Les musulmans sont là. Bob Donnie, mais il y a une menace djihadiste. Quelque chose d'important se prépare. Et le Pentagone, OK, là où se trouve le ministère de la Défense, le Pentagone qui a été impliqué dans les attentats du 11 septembre. Beaucoup de questions se posent quant aux activités du Pentagone. Argent, beaucoup de questions concernant le Pentagone. OK, ils viennent de délivrer les accréditations de presse. Ils viennent d'intégrer Laura Loomer à leur service de presse. Je ne plaisante pas. Regardez ça. Regardez ce titre. L'activiste Laura Loomer, alliée de Trump, dit avoir une accréditation presse au Pentagone. Maintenant, c'est intéressant. Cela devrait intéresser tout le monde, car il n'est pas nécessaire d'être un détracteur ou un admirateur de Laura Loomer pour savoir que Laura Loomer a littéralement des problèmes psychiatriques. OK, elle a été placée à plusieurs reprises en hospitalisation psychiatrique sous le code 50 et 150. C'est la personne qui, au cas où vous ne le sauriez pas, s'est enchaînée à Twitter lorsqu'elle a été bannie de la plateforme et portait une étoile de David. Maintenant, plus fou encore que le fait qu'elle se soit enchaînée au siège de Twitter en portant une étoile de David et qu'elle ait essayé de comparer son bannissement de Twitter à l'Holocauste, c'est le fait que Laura Loomer n'est en réalité pas juive. D'accord, donc elle vit dans l'illusion d'être juive. Elle a simplement trouvé politiquement opportun de dire qu'elle était juive. Elle ne peut pas. Elle n'a jamais pu produire de photos de bat mitzvah parce que cela n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de bat mitzvah, tout simplement. Elle est devenue juive, en quelque sorte, je suppose, pour des raisons politiques, et elle est allée si loin dans cette crise d'identité qu'elle s'est enchaînée au siège de Twitter et a transformé cela en une affaire juive lorsqu'ils l'ont exclue de Twitter en 2018. Maintenant, je ne suis même pas d'accord avec le fait qu'il l'ait exclue, je ne suis d'accord avec l'exclusion de personne, mais il faut le savoir. Que notre département de la Défense, pour une raison quelconque, donne le signal qu'elle est une personne acceptable pour être dans le bâtiment, cela semble tout de même représenter un risque de fuite. Si vous vous souciez simplement de la sécurité et de la défense de base, vous ne laisseriez pas cette personne entrer dans un bâtiment comme le Pentagone en particulier. Et c'est ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'elle a prouvé à maintes reprises qu'elle n'a pas d'âme et qu'elle mentira encore et encore sur des personnes, des lieux et des choses qu'elle voit de ses propres yeux. Tant qu'elle défend l'État d'Israël, ce qui n'a absolument rien à voir avec elle ni avec son origine ethnique, ce qui est insensé. D'accord? En plus de ça, nous avons Josh Hammer, qui a juste l'air maléfique, qui ressemble carrément à un méchant de James Bond et qui, comme beaucoup d'autres, laisse entendre qu'il va y avoir un autre 11 septembre. Et encore une fois, le camp pro-Israël en sait un peu sur ce sujet. Écoutez ce que Josh Hammer a dit. New York, pour l'instant, il semble que vous soyez vraiment dans le pétrin. Pour l'instant, il semble que vous allez littéralement avoir un type qui cite Karl Marx, qui adore le Hamas, un malade de l'Alliance rouge-verte. Oui, c'est vraiment un malade. Vous allez avoir ce type comme prochain maire. Un quart de siècle, en fait un peu moins d'un quart de siècle après le 11 septembre, après la plus grande attaque terroriste islamique de masse de l'histoire mondiale, certainement de l'histoire américaine, mais aussi après le dernier événement à victime unique qui a tué autant de personnes que celles qui ont tragiquement péri le 11 septembre. 2001, un jour dont je me souviens trop bien, moi qui suis natif de la banlieue new-yorkaise. Moins d'un quart de siècle plus tard, ils vont avoir un maire musulman, et pas seulement un maire musulman, mais un maire musulman qui a refusé à plusieurs reprises de condamner catégoriquement des choses comme la mondialisation de l'intifada, qui a injecté sa marque unique et toxique d'extrême gauche de la politique du Moyen-Orient, réussissant d'une manière ou d'une autre à l'introduire dans une élection municipale là-bas pour diverses raisons liées à la politique identitaire. De qui as-tu le plus peur en tant qu'Américain, des musulmans ou des sionistes? Je vais dire franchement que, personnellement, ce sont les sionistes, parce que chaque fois qu'ils commencent à parler de guerre,
Et chaque fois qu'ils commencent à vouloir la guerre, comme lorsqu'ils veulent un changement de régime en Iran, ils trouvent une raison, il se passe quelque chose et soudainement, nos gars sont envoyés. Donc ce que je dirais, c'est que votre meilleure protection contre cela est simplement de refuser de vous battre dans la guerre qu'ils semblent annoncer. Refusez tout simplement. Refusez. Franchement, par principe, je refuse. Parce que notre administration a été infiltrée et que des personnes extrêmement malfaisantes sont à la tête de l'armée américaine et que, à mon avis, ils ne se soucient absolument pas des vies américaines et ne prennent aucune position en faveur des libertés pour lesquelles les gens se sont battus par le passé. On dirait que cette administration ne se bat même plus pour la liberté d'expression sur les campus universitaires. C'est un revirement de situation, un virage à 180 degrés du Trump descendu de l'escalator. Je ne le soutiendrai pas. Vous ne me convaincrez pas que c'est le mouvement MAGA. Ça ne l'est pas. Et la raison pour laquelle je sais que ce n'est pas le cas, c'est que tous les Never Trumpers l'encensent. Et j'ai toujours été contre les Never Trumpers. Donc si Trump a rejoint le camp des Never Trumpers, tant mieux pour lui. Mais je ne le suivrai pas là-bas. C'est ce que j'avais à dire sur ce sujet avant que nous répondions à certains de vos commentaires. Nous allons passer la parole à quelques sponsors. Très bien, les amis, la Fed vient encore de baisser les taux d'intérêt et c'est une excellente nouvelle pour les propriétaires américains. Si vous vous sentez dépassé à l'approche des fêtes, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour mettre de l'ordre dans vos finances. Il est difficile de penser aux fêtes quand tout est si cher et que vos cartes de crédit sont déjà au maximum. Avec la baisse des taux, c'est le moment de rembourser ses dettes. American Financing aide les propriétaires à accéder à la valeur nette de leur maison pour réaliser des économies immédiates. Ils font économiser en moyenne $800 par mois à des gens comme vous. Et beaucoup obtiennent des taux dans les 5%, ce qui change tout par rapport à ces cartes de crédit aux taux exorbitants. Et si vous commencez dès aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnerait un peu plus de marge de manœuvre pour les fêtes. Cela ne coûte absolument rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Les fêtes vont arriver plus vite que vous ne le pensez. Alors, n'attendez pas pour appeler dès aujourd'hui leur conseiller hypothécaire rémunéré au salaire. Appelez American Financing au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Je vais aussi vous parler de 7 Weeks Coffee, car si vous écoutez cette émission, vous savez que 7 Weeks Coffee n'est pas seulement un sponsor pour nous. C'est en fait une partie de notre routine quotidienne. Nous en buvons chaque matin et honnêtement, je ne peux pas imaginer commencer la journée sans. Et ce n'est pas seulement une question de goût, c'est parce que ce café représente quelque chose en quoi nous croyons profondément. 7 Weeks Coffee est la marque de café Pro-Vie d'Amérique, dont la mission est de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Il s'appelle 7 Weeks Coffee parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. C'est aussi à ce moment-là qu'un battement de cœur est clairement détecté lors d'une échographie. Ils ont construit leur entreprise autour de la sauvegarde de vie en faisant don de 10% de chaque vente à des centres de grossesse et des organisations pro-vie à travers tout le pays. Ils ont maintenant récolté plus d'1 million de dollars et sauvé des milliers de vies. Laissez-moi vous parler du café. Fantastique, sans moisissures ni pesticides, cultivé à l'ombre, faible en acidité, issu de l'agriculture biologique. Il coche toutes les cases. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie en vous abonnant, plus un cadeau gratuit avec votre commande. Et exclusivement pour mes auditeurs, si vous utilisez le code Candice lors du paiement, vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait donc un total de 25% d'économie sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. Il suffit d'utiliser le code Candice sur 7weekscoffee.com. Très bien, je vous l'avais dit, nous allons commencer à sélectionner le meilleur commentaire de chaque épisode. Voici donc le meilleur commentaire de l'épisode d'hier. Margaret écrit « Le pasteur McCoy me met très mal à l'aise. Quelque chose de très maléfique émane de cet homme. Il n'a pas un visage rassurant. Je suis d'accord avec vous. Comme je l'ai dit, Charlie disait toujours que les yeux sont le miroir de l'âme. Je le regarde et je sais que tout est faux. Je sais juste que tout est faux. » Stephen Forker écrit « Candace, je soutiens Trump depuis 2016, mais après la mort de Charlie et le manque total de transparence, est-ce toujours le même Trump pour lequel Charlie, toi et des millions d'autres avez voté et en qui vous croyez? Absolument pas. Et comme je l'ai dit, c'était avant la mort de Charlie. Ensuite, le moment de révélation pour moi où j'ai compris que nous étions complètement manipulés, c'est quand il a dit « Pourquoi parle-t-on encore de Jeffrey Epstein ?» Une histoire est sortie plus tard, disant qu'il protégeait certains de ses donateurs. Et c'est ça le problème. Vous savez, c'est son vice. Trump aime l'argent. Et on dirait qu'il a vendu son âme pour de l'argent. C'est la réalité.
Ils ne vont pas me convaincre que j'ai le soutien et l'administration qui veulent me faire douter de la réalité à propos d'une personne qui a fait du mal à des enfants. D'accord. Ça n'arrivera pas. John Diamond écrit « Chère Candice, si nous sommes dans la matrice, et c'est le cas, tu es Morpheus. Tout ce que tu offres, c'est la vérité. Et un merci personnel pour m'avoir aidé à ouvrir les yeux sur Israël. Comme toujours, tout mon amour à toi, Georges et tes enfants. Le Christ est roi. En effet, il l'est. Et tu sais, nous finissons tous par nous réveiller à un moment donné. Je suis reconnaissante si des gens ont appris grâce à mon émission. J'espère que les gens se pousseront à lire les livres, car on ne peut pas simplement comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il faut aussi reconnaître comment Israël s'est formé. Il faut commencer par Sigmund Freud, le mouvement sioniste naissant, Theodor Herzl, son lien avec lui et pourquoi ils étaient connectés. Nous parlons de tout cela dans mon club de lecture. Même si vous ne pouvez pas rejoindre le club de lecture, vous pouvez quand même acheter ces livres. Donc, je commencerai par L'assaut contre la vérité de Jeffrey Masson, puis je passerai à ce livre absolument essentiel qui est Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Je pense que la combinaison de ces deux livres est absolument puissante pour comprendre le récit sioniste. Je le pense vraiment. Et vous commencerez aussi à reconnaître les tactiques psychologiques qu'ils utilisent contre nous, le gaslighting. C'est pour cela qu'ils célèbrent Sigmund Freud, parce qu'il a banalisé le fait de faire du gaslighting aux personnes qu'ils ont blessées. C'est un fait inéluctable, comme le souligne Jeffrey Masson, qui était responsable des archives de Sigmund Freud. Andrea écrit, s'il vous plaît, aidez-nous à retrouver la vidéo de la réponse complète de Charlie Kirk à la première question qu'on lui a posée. Jésus-Christ à Utah Valley, je n'ai pas réussi à trouver le clip complet de 8 à 10 minutes, seulement des vidéos de 20 à 60 secondes apparaissent. Ça ne devrait pas être aussi difficile à trouver. Mon producteur a noté que la vidéo a circulé et que nous l'avons. Je pense que le meilleur moyen de trouver ce genre de choses, c'est toujours sur X. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce genre de contenu, donc oui, je ne sais pas comment on pourrait vous l'envoyer. Nicolas écrit « J'adore voir autant de gens dans le chat se plaindre de ce dont Candace choisit de parler ou affirmer qu'elle fait du profit, mais continuer à regarder et à augmenter les vues de Candace. Oui, ce sont nos amis sionistes habituels. Ils sont là à chaque épisode. Dites-leur bonjour. Intuition Jen écrit « Merci de dénoncer TPUSA et de les tenir responsables. C'est vraiment nul, c'est vrai. Et ça ne survivra pas. Ça ne survivra pas à ça. S'ils ne sont pas transparents sur ce qui s'est passé, s'ils ne sont pas transparents sur la raison de tous ces changements dramatiques, qui étaient les agents restés à la maison? Avec qui étaient-ils au téléphone? Il n'y a aucune chance qu'ils te tenaient. Maintenant que j'ai vu les images jusqu'au bout, on le voit encore au téléphone. Il ne compose aucun numéro et il y reste bien trop longtemps. C'est tout. Ils nous mentent. Et je ne sais pas pourquoi ils nous mentent, mais on ne ment que lorsqu'on a quelque chose à cacher. Alors, qu'est-ce qu'ils nous cachent? Kathleen, et qui protège-t-il? Qui protège-t-il? En fait, Kathleen Carey écrit « Merci pour tout ce que vous faites. Que penses-tu du fait que Jordan Peterson soit tombé malade alors qu'il était en Israël? J'ai du mal à croire que quelqu'un d'aussi intelligent ne se soit pas rendu compte. Je ressens spirituellement que quelque chose ne va pas, qu'il a disparu juste avant qu'il ne tire sur Charlie. Je ne savais pas qu'il était tombé malade pendant qu'il était en Israël. Je ne pense pas, si l'implication ici était qu'il changeait de point de vue. Jordan Peterson a toujours été, en fait, un pilier sur le sujet d'Israël. Je n'ai jamais vu la moindre fissure dans sa position sur ce sujet. Et pour moi, personnellement, j'ai trouvé cela... C'était insupportable parce qu'il était tellement hypocrite sur ce sujet en particulier. Et je ne sais pas, je ne suis tout simplement pas fan de Jordan Peterson parce que je ne pense pas qu'il ait vécu sa vie de la manière dont il a inspiré tant de gens à vivre la leur. Évidemment, cela mis à part, en mettant de côté mes désaccords idéologiques avec Jordan Peterson, j'espère qu'il ira mieux. Et oui, il faudrait que je me renseigne sur la façon dont il est tombé malade. On obtient des réponses très étranges qui n'apportent pas beaucoup de clarté. Donc, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec Jordan Peterson. Je n'ai aucun éclairage à ce sujet. Noah écrit que l'IPAC va essayer de faire une prise de contrôle hostile de Turning Point USA. Je pense que c'est déjà arrivé, en fait. Et je pense que ça se produisait déjà depuis un moment. Et je cherche à obtenir des preuves de cela pour vous. Mais j'entends certaines choses. Davantage d'informations vont sortir parce que nous n'allons pas laisser tomber cette affaire. Raven écrit, Brandon Briggs a dit lors de sa dernière émission de prier pour Candace Owens, Alex Jones et Tucker Carlson, des voix courageuses qui exposent les ténèbres, que Jésus-Christ de Nazareth les protège tous. Merci beaucoup. Et priez, vraiment. Priez et jeûnez. Ces choses fonctionnent.
Et nous vivons une époque de révélation extraordinaire. C'est très clair. Et cela fait que nous vivons aussi des temps dangereux. Vous savez, les périodes de grandes révélations sont aussi des moments où le mal devient plus désespéré. Et je crois que le meurtre de Charlie est arrivé parce que le mal était devenu très désespéré. Et ce qui est vraiment drôle, enfin, quand je dis drôle, c'est de l'humour noir. Alors que je racontais cela à mon équipe plus tôt, j'ai dit que le problème avec ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont planifié à la perfection, n'est-ce pas? On ne devrait jamais avoir un comportement parfait si une situation est naturelle. C'est ça le problème, non? Ils l'ont planifié à la perfection. Donc ce coup de téléphone et le fait de s'éloigner, ce n'est en réalité pas ce qu'une personne naturelle ferait. En sachant dans quelle direction aller, on serait complètement perdu. On paniquerait, on crierait, on courrait vers la personne. On dirait une opération militaire. Tout ce que nous voyons ce jour-là ressemble à une opération militaire. Et c'est ça le problème. Exactement. C'est pour ça que les ordinateurs, ils ne prennent jamais en compte la partie où il y a un comportement humain. Le comportement humain fait défaut dans cette situation. Et c'est ce qui nous met tous mal à l'aise. Ils veulent que nous oublions cela. Ils veulent que nous soyons distraits à ce sujet. Ils veulent que nous passions à autre chose et que nous commencions à parler de la course Mamdani. Et nous devons nous engager à ne pas lâcher prise parce que nous nous rapprochons chaque jour. Nous allons augmenter la pression sur eux. Si cela m'était arrivé, Charlie ferait pareil. Je sais qu'il le ferait. C'est une forme de mal qui devrait effrayer tout le monde. Parce que les implications sont que si c'était en fait un assassinat militaire, alors il y a, oublié de parler d'un état profond. Nous parlons d'une forme de mal si vaste que même certains des alliés de Charlie dans son entreprise et à la Maison-Blanche auraient dû en être conscients. Évidemment, pas tous, mais certains auraient forcément dû être au courant pour que cela puisse être exécuté. Et nous le ressentons. Nous le ressentons dans le manque d'informations qui sortent, dans les mensonges qui sont racontés, dans la dissimulation des 12 téléphones portables israéliens, parce que si vraiment il n'y avait rien, alors il n'y aurait rien. Ils partageraient cette information. Au lieu de cela, Kash Patel est paniqué, il est en colère et il crie sur les gens, d'après ce que j'entends. Alors continuons à creuser. Expose the Truth écrit « Le passage de ce débat de mer ressemble à un sketch du SNL. En tant que libertarien conservateur, je ne suis pas d'accord avec le socialisme, mais je suis aussi content que Mamdani ait gagné pour le message. C'était censé être MAGA, pas méga. » Exactement. Et quand on voit ce sketch, ça nous rappelle le Trump des débuts. Trump était sur scène et il critiquait tout ce qu'il disait. Et il était vraiment drôle et il assumait ce en quoi il croyait. Et nous pensions qu'il allait bouleverser l'establishment. Et maintenant, on dirait qu'il a été complètement avalé par le même marécage qu'il était venu assainir. D'accord. Peu importe ce qu'est le monstre du marécage, il a des griffes, c'est ce que je dirais. Il a des griffes, et donc je me sens évidemment déçu par Trump. Mais cela n'est rien comparé à ce que je ressens envers toute la famille Trump, étant donné tout ce que Charlie a fait pour les amener là où ils sont. Leur silence, pour moi, c'est vraiment autre chose. Comme je l'ai dit, je ne voterai pas tant que cela ne sera pas résolu. Je me fiche que Dana Lash et tous les néoconservateurs veuillent s'en plaindre. Ma plateforme servira à dire aux gens qu'ils ne devraient avoir aucune confiance dans le système. Aucune, tant que cela ne sera pas réglé. Bref, si vous souhaitez soutenir mon travail, comme toujours, je vous invite à aller sur makehimasandwich.com. Livre. Vous allez vraiment apprécier celui-ci, d'autant plus que nous arrivons en avance sur la période des fêtes. Je vais également dédicacer quelques exemplaires dès que je quitterai l'antenne aujourd'hui. Ce sera donc disponible. makehimasandwich.com. Et vous pouvez vous abonner à notre site web, canizons.com. C'est une autre façon de nous soutenir, nous et notre travail, car nous sommes une très petite équipe qui rend tout cela possible. Cette émission a lieu chaque jour. Achetez un T-shirt ou l'un de ces articles incroyables qui viennent de sortir. On ne sait pas vraiment, mais on sait. Des mugs à l'effigie de Stand, et même si vous ne pouvez pas le faire pour l'instant, je vous suis reconnaissant d'être là chaque jour et de regarder cette émission. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. On se retrouve demain.